Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre, diagonaliste chevronné, mais pas que, avec d'autres longues distances, que ce soit à vélo ou d'autres activités physiques, mais également organisateur d'événements. Bonjour Jean-Pierre, dans un premier temps, pourrais-tu te présenter? Bonjour à tous, Jean-Pierre, la soixantaine qui vient de se passer. Je suis toujours en activité, je suis médecin, je suis cyclotouriste dans l'âme depuis mes 12-13 ans. Et malgré j'ai fait une petite pause pendant quelques années, mais depuis 2011, je suis très actif. J'ai commencé la longue distance très jeune, puisque j'ai fait mon premier brevet de 1000 à 24 ans et ma première diagonale à 28 ans, à 24 ans, pardon, en 88. Comment tu as eu connaissance de la diagonale en 88? Alors il se trouve qu'en 1982, je suis arrivé à Tours pour mes études et tout de suite j'ai contacté le club cyclo local, qui est l'Union cyclotouriste de Touraine. Et à l'époque, dans ce club, il y avait 3-4 diagonalistes. Et le jeune gamin de 18 ans que j'étais buvait leurs paroles, tellement ça me fascinait de pouvoir faire ces distances-là. Et un jour, deux de ces randonneurs, donc quelques années plus tard, m'ont dit: est-ce que tu veux venir avec nous faire une diagonale? C'est ainsi que je suis parti sur un Dunkerque-Menton, avec des gros franchissements en Chartreuse et puis ensuite dans les Alpes. Et ça s'était bien passé malgré pas mal de fatigue. Et le goût du voyage était surtout prépondérant dans cette histoire, avec bien sûr un effort, mais que j'avais bien supporté, parce que déjà à l'époque j'avais fait beaucoup de vélo en itinérance, comme on dit maintenant. Tu as fait le cycle de 9 diagonales sur un temps assez étalé. J'en déduis que quand on fait les 9 diagonales, on prend goût à ces diagonales. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce concept-là? Pour moi, au niveau de la Fédération française de cyclotourisme, lorsqu'on se dit randonneur, c'est donc une espèce de pratique cycliste qui n'est pas prépondérante dans les adhérents de la fédération. Il y a des grâles à obtenir, il y a des choses de grande valeur, à la fois historiques ou de performance personnelle. Et moi qui aime le voyage, je trouvais que la diagonale alliait tout ça, c'est-à-dire à la fois l'histoire d'une fédération, l'histoire des épreuves et le goût de l'effort. Alors après, il est évident que quand on s'engage dans quelque chose qui a un cycle ou un nombre défini, très souvent, dès qu'on en a fait 4 ou 5, c'est-à-dire qu'on a passé la première moitié, on a envie aussi, par orgueil, de faire un cycle. C'est comme ça que petit à petit, on fait un cycle, et quelquefois même, on se dépêche de finir le cycle, et je dirais même dans mon cas, on essaie même d'assurer son cycle, si bien que ma dernière diagonale, qui était entre Hendaye et Menton, a été, au contraire des autres, une diagonale que je n'ai pas essayé de rendre difficile par la dénivelée. Je voulais assurer. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Tu as fait des Paris-Brest? Oui, j'ai fait alors assez peu. Les épreuves de masse m'intéressent peu. Donc j'ai fait le Paris-Brest de 1991 en randonneur. Et ensuite, j'ai fait dans ma deuxième période, plus récemment, en 80, ces dernières années, on va dire, je pense que c'était 2013 par là, les deux derniers Paris-Brest, Paris-Audax. J'avais la chance d'être à la fois médecin sur l'épreuve et capitaine de route. Alors, ça nous permet peut-être de parler des Audax. Parce qu'il est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, la France est un peu particulière là-dessus. Partout dans le monde, Audax signifie randonneur, sauf en France. C'est comme ça, puisque en anglais, les brevets, ça s'appelle les brevets Audax, mais qui correspondent à nos brevets randonneurs. En France, les brevets Audax sont des brevets à vitesse régulée.
grosso modo, on roule à 23-24 à l'heure, avec des arrêts définis. Et ces brevets existent sur des distances qui vont de 200 à 1200 km, exactement comme les brevets randonneurs. Et les délais pour finir les brevets sont exactement les mêmes. La grande différence, c'est que vous avez des capitaines de route qui régulent votre rythme et vos arrêts. Et c'est une excellente école pour prendre confiance en soi. Personnellement, moi j'ai commencé par mon premier brevet 200, par un Audax. C'est sécurisant, il y a toujours du monde autour de vous, et vous ne faites pas le foufou parce que vous êtes en pleine forme. Il y a des arrêts, en plus sur un point de vue environnemental, les repas sont prévus, enfin, tout est bien. Donc il y a juste à pédaler. En plus, on ne porte pas les bagages, à la rigueur. Donc c'est très bien. Sauf que, effectivement, pour les tracteurs, c'est un petit peu militaire. Parce que quand le coup de sifflet est là, il faut redémarrer. Et il ne faut pas être en retard et on ne s'arrête pas n'importe où. Mais c'est une très bonne école pour gérer le long. Pour apprendre à gérer le long. J'ai cru comprendre que le dernier Paris-Brest-Paris Audax a été annulé par manque de participants. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, les derniers ont été annulés parce que on n'avait pas assez de participants et que moi qui avais donc fait l'avant-dernier, j'avais remarqué dans le peloton qu'effectivement le peloton était très âgé. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à renouveler. Nous étions peut-être une trentaine au dernier Paris-Brest, en sachant que dans les années 85, il y avait plusieurs sessions de 200, c'est-à-dire il y avait plus d'un millier de randonneurs qui faisaient le Paris-Brest en Audax dans ces années-là. Il y a eu la grande époque Audax, et puis le peloton a vieilli, et les jeunes pratiquent, soit ne connaissent pas, soit ne sont pas intéressés parce que c'est peut-être trop militaire. C'est un peu regrettable. En Touraine, on organise encore un 200, enfin à 2 endroits où sont organisés tous les ans au moins des brevets de 200. Je partage que les Audax sont vraiment une très bonne école pour la longue distance. Et alors, tu me disais que la population était vieillissante, c'est le cas de tout le monde, mais il n'y a pas eu de renouvellement. Pas pour les Audax. Pas pour les Audax. Alors après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Une inscription Audax est plus chère qu'une inscription randonneur au moment où on s'inscrit. Il n'y a pas de frais surajoutés par la suite, mais quelquefois ça fait un peu peur. Bien qu'aujourd'hui d'autres épreuves sont extrêmement chères où il n'y a pas de prestations. On pourrait se poser la question. Peut-être on a mal joué sur la publicité aussi. Et je pense que la société n'est pas prête à vouloir faire des choses très encadrées. Or, l'Audax est très encadré. C'est le monde qui change, c'est regrettable. Personnellement, je pense que nous, en Touraine, on fera toujours des 200 Audax, on va dire, et des 100 même, puisqu'il y a les 100 d'initiation. Ça permet aux gens, des fois, de faire le rêve de leur vie. 100 km, c'est une valeur symbolique à quelqu'un qui a l'habitude de faire 60 km dans son club le samedi matin ou le dimanche matin. Faire un 100, c'est plein de bonheur pour lui. Et pour d'autres, c'est peut-être le premier palier vers d'autres randonnées. Je vais revenir aux diagonales. Si je suis diagonaliste peu sportif, ça reste une épreuve difficile. Je vais avoir du vent de face, je vais arriver à 22h, je me réveille à 3h, je pars à 4h, je fais ça plusieurs jours d'affilée. Je gère de la fatigue physique, je gère du stress, je gère mes muscles. Je demande beaucoup à mon corps. Ça me fait du bien au corps ou ça l'abîme dans ton approche de médecin? Alors, là, nous, sur des épreuves comme ça de longue durée, on travaille en endurance relativement lente. Donc, normalement, si, bien évidemment, on est bien posturé sur son vélo et on mange convenablement, c'est pas malsain. Quant au sommeil, le manque de sommeil est pas dramatique. On considère qu'on peut très bien dormir. Enfin, le sommeil, c'est cyclique, c'est un multiple de 1h30. Donc, si on fait 4h30 de sommeil par nuit, on récupère à 80% de son besoin de sommeil à chaque fois, c'est pas un gros problème. Donc, à partir du moment où on mange bien, on s'hydrate bien, on est bien posturé, faire 16 heures de vélo par jour n'est pas malsain pour le corps.
il n'est pas malsain pour le corps sur le point de vue musculo-squelettique, si tout est bien réglé. Il n'est absolument pas malsain pour le cœur non plus, puisque le cœur bat relativement lentement, on va dire entre 110 et 120, ça dépend de l'âge qu'on a et des efforts, mais ce n'est pas un effort énorme. C'est beaucoup plus difficile pour le corps de faire une épreuve beaucoup plus courte comme un marathon. On va travailler non plus en endurance mais en résistance sur quelque chose qui cogne au sol parce que ce n'est pas un sport porté et pourtant qui est bien plus court. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de courses à pied, j'ai beaucoup plus de courbatures le lendemain sur les courses à pied, y compris d'endurance, mais que du vélo après une diagonale. C'est pas comparable. Donc les diagonales ne sont pas malsaines physiologiquement ni médicalement. Il faut simplement respecter son corps et donc on va dire ne pas forcer. Je dirais même, moi j'ai des petites choses. Quand il pleut, on met une dent de moins derrière, enfin une dent de plus derrière. On ne monte pas en danseuse parce que ça tire plus sur les tendons. Petites choses comme ça. Il faut écouter son corps, mais c'est absolument pas malsain. Tu as parlé de course à pied. Je reviens sur les Audax. Tu as parlé des Audax Paris-Brest-Paris en Audax, vélo. Audax marche, tu en as fait beaucoup. L'Audax marche, tu as fait jusqu'à quelle distance en Audax marche? Oui, j'ai fait beaucoup. L'Audax marche va de 25 km à 200 km. Donc j'ai fait toutes ces distances-là. Je dois avoir fait une vingtaine de brevets de 100 et un ou 250 et un 200. Étonnamment, la marche, qui elle ne nous fait pas travailler sur le point de vue cardiaque très peu, 6 à l'heure, ça fait pas un gros effort, est beaucoup plus traumatisante sur le point de vue musculo-squelettique. Après 200 km de marche, en dehors des problèmes d'ampoule, vous êtes quand même bien abîmé sur le niveau articulaire. Ça chauffe sur toutes les articulations, enfin les genoux, les chevilles, voilà. Après le sommeil, c'est 40 heures, c'est comme faire 40 heures vélo, donc grosso modo un 600, ça se gère ou ça se gère pas. La problématique du sommeil, c'est d'abord dans quelles conditions on prend le départ d'une épreuve, que ce soit vélo ou marche. Un retard de sommeil ne se rattrape pas. On ne rattrape pas du sommeil. Donc il faut arriver sans retard de sommeil. Donc il est important d'avoir un sommeil correct la semaine qui précède ce genre d'épreuve. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut passer une nuit blanche. Alors chacun est très différent là-dedans. Il y a des fois des attaques de sommeil, comme on dit, qui sont beaucoup moins dangereuses quand on est en marche à pied, parce qu'on zigzague un peu, tandis qu'en vélo on peut tomber. Si les cyclistes ont des attaques de sommeil, c'est-à-dire qu'il y a une paupière qui se ferme, ils essaient laborieusement d'en garder une ouverte, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent 5 minutes. Ça, c'est vraiment bête de se prendre une bagnole ou un mur, ce qui m'est arrivé aussi dans d'autres épreuves de 24 heures, de terminer dans un fossé bêtement en croyant qu'on peut vaincre le sommeil. On ne peut pas vaincre le sommeil. Par contre, si on a une attaque de sommeil, on s'arrête un quart d'heure, on fait on va appeler une très micro-sieste de 15 minutes, on ferme les deux yeux, on se laisse aller, et étonnamment, le sommeil disparaît, et comme on s'est arrêté que 15 minutes, notre corps n'a pas refroidi. Donc il vaut mieux s'arrêter 15 minutes que 40 minutes, parce que là, le corps refroidit, et vous n'y gagnez rien en 40 minutes, puisque c'est soit 15 minutes, soit 1h30, il faut choisir. Donc il faut faire soit une micro-sieste, 15 minutes, qui fait juste passer l'envie de sommeil, mais qui garde le corps au chaud, ou alors un vrai sommeil, 1h30, et là le corps refroidit. 15 minutes, c'est la durée idéale de la micro-sieste. Une micro-sieste, c'est très bien comme ça. Si je ne m'endors pas en 15 minutes, mais je me pose sur la route et je me repose sans m'endormir, ça a quand même un effet bénéfique? Oui, ça peut avoir un effet bénéfique. Normalement, si on a vraiment envie de sommeil, souvent on ne s'endort pas parce qu'on a peur de ne pas se réveiller. Il faut vraiment se laisser aller. Alors, il y a des positions. Grosso modo, la position, c'est une position assise, les bras un peu croisés sur une table et la tête qui repose sur la table. En gros, vous l'avez peut-être vécu pour vos propres enfants, c'est ce qu'à la maternelle on fait faire à nos enfants. C'est pas pour rien. C'est une position de relâchement complet. On pense à rien, on se laisse aller. Et très souvent, on n'a même pas besoin de mettre sa montre.
Spontanément, on se réveille tout de suite. C'est la position qu'on voit dans les Paris-Brestiens fatigués à la Voilà, il reste comme ça, juste comme ça, au réfectoire, effectivement, dans cette position-là. On ne la fait pas durer. La faire durer n'est pas bien, parce qu'on va se refroidir. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller au lit et faire une bonne heure 30 ou 3 heures de sommeil. Je vais revenir aux diagonales ou autre épreuve longue distance. Comment tu t'entraînes, toi, pour une diagonale? Oui, alors comme beaucoup de cyclistes, je crois qu'il faut séparer les pratiques antérieures. Quand on fait du vélo depuis des années, on n'est pas dans la recherche d'une performance sur une diagonale. La diagonale, c'est être bien sur son vélo. Le reste, c'est du métier. Le métier, c'est simplement le cumul de connaissances à travers une expérience passée. Donc plus on a de cumul de connaissances, moins on a besoin d'entraînement. Finalement, si on prend une diagonale alors qu'on a déjà fait plusieurs les années d'avant et qu'on a déjà un peu roulé, on va avoir, si on a très peu roulé en début d'année, on va avoir un peu plus mal au derrière, au poignet ou au cou. C'est juste parce que le squelette n'est pas encore bien adapté à faire. Parce qu'une diagonale, c'est 16 heures de vélo par jour. Mais donc, si on est un ancien, on n'a pas besoin de beaucoup s'entraîner. Parce qu'on a dans notre tête l'histoire passée. Si on est nouveau, il faut acquérir la confiance en soi. Et c'est à cela que sert l'entraînement. C'est avoir confiance dans son corps. Confiance qu'on peut vaincre ça, qu'on peut faire 300 km, qu'on peut vaincre une journée de flotte, qu'on peut vaincre un peu le sommeil. Donc, moins on a de passé, plus il faut se préparer avant de prendre une diagonale. Plus vous avez fait des diagonales avant d'autres épreuves, moins vous avez besoin de vous préparer. Je ne vais pas dire que ça devient une routine, mais psychologiquement, mentalement, on fait un truc qu'on a déjà fait plein de fois, et donc le cerveau est déjà prêt, et on va beaucoup mieux passer. Par contre, quand on est débutant, comme on n'a pas le cerveau prêt, il faut créer cette confiance dans son cerveau. Et donc, c'est un petit peu comme un étudiant. Il a besoin de réviser au moment de l'examen, ne serait-ce que pour être tranquille, même si c'est déjà tout, il va réviser. Il a besoin d'être tranquille psychologiquement. Donc là, tu me dis que c'est la tête qui commande. Effectivement, ça, comme je te le disais en aparté, la fatigue sur l'ultra-endurance non ou peu traumatisante comme le vélo, c'est un petit peu différent sur l'ultra-trail, elle est essentiellement d'ordre psychologique. C'est-à-dire que si on ne sait pas créer des douleurs par une mauvaise position, par une tendinite, des problèmes alimentaires, etc., le travail musculo-squelettique que l'on fait sur notre vélo à environ 20 à 25 à l'heure à tout casser, peut être perpétué indéfiniment. Ce qui va nous fatiguer, c'est cette lassitude. On confond la fatigue et la lassitude. On va avoir une lassitude parce que c'est long, par moments c'est monotone, et donc on commence à gamberger. Mais le corps pourrait continuer. Ah, évidemment, il lui faut de l'essence. Ça, c'est l'aspect nutritionnel. Mais si on lui donne de l'essence, à la vitesse où on va, on peut rouler. Ça ne pose pas de problème. Le seul problème, comme on l'a évoqué, c'est éventuellement un peu le sommeil, parce que ça, tout le monde a besoin de dormir. Dans mon passé, j'étais coach sur Paris-Colmar ou pédestre, où les gens ne dormaient pas. Ça provoque des hallucinations, c'est très dangereux. Donc, il y a un moment, le sommeil, il faut dormir, 4 heures ou 3h30, enfin, voilà. Mais sinon, tant qu'on ne force pas le corps, la fatigue musculaire pratiquement n'existe pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas du tout de fatigue musculaire, mais c'est infime. Alors, fort de ça, comment tu gères l'effort sur une diagonale de 4 jours? Comment tu fais pour ne pas fatiguer ton corps? Alors, je pense que, moi j'ai la chance de me connaître. Donc, déjà, je suis une sorte de diesel. Moi, je vais lentement, c'est comme ça. Mes vitesses instantanées sont entre 20 et 21. Quand il y a un col, ça va doucement. Donc, il ne faut pas comparer la sortie du dimanche matin ou le brevet de 200 qu'on fait avec des copains. On va un peu vite parce qu'on a envie de faire globalement un temps et une étape de diagonale. Étape de diagonale, on doit se dire, bon,
je vais faire en tel temps. Ça, c'est un temps où, quand je suis lent, bah, c'est le temps qu'il faut. Donc, il ne faut pas être dans l'effort à un moment donné. Alors, tout ça est théorique, bien évidemment. Par moment, on est un peu à l'effort, on a le vent de face, ça ne va pas aussi bien, on est un peu obligé de forcer. Mais il faut éviter de forcer. Ensuite, bah, moi, je suis quelqu'un qui m'arrête très peu. Donc, il ne faut pas laisser refroidir le corps. Pour moi, en tout cas, il ne faut pas laisser refroidir le corps. Moi, il n'y a pas de petit déjeuner, midi, soir. Je mange tous les 35 km, je m'arrête 4 minutes et puis je continue. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça marche. D'autres aiment mieux être au restaurant. Puis, en théorie, il faut arriver à boire énormément. Moi, c'est un petit peu ma difficulté, mais je pense que surtout, il faut trouver un rythme qui fait qu'on est en dessous de ce qu'on peut faire. Toujours en dessous. Quand je faisais une diagonale sur des cols, bah c'est pareil. Même si je pouvais grimper ce col-là avec une dent de moins, bah là j'en mets une de plus. Le but, c'est de se dire, quand je vais être à l'arrivée, si jamais il fallait que je reparte maintenant, est-ce que je suis encore capable? Et c'est en ce sens où dans ma vie, j'ai initié des gens, en particulier sur de 200, je les encadre, et mon objectif, c'est qu'à l'arrivée, et si on avait encore 30 km, est-ce que vous êtes partant? Et s'ils me disent oui, c'est que j'ai réussi à trouver le rythme qui leur convient. Donc ça veut dire que si on gère bien son corps, son effort, on se fatigue assez peu. Alors je souhaite faire un triangle, 3 diagonales d'affilée. Une première diagonale de 4 jours, et je repars pour la deuxième dans la foulée. Je m'arrête un jour franc, je laisse reposer mon corps, ou c'est pas la peine parce qu'il est chaud et je continue. Tout comme pas plus d'une pause de 15 minutes pour garder le corps chaud. Alors personnellement, je n'ai pas fait de triangle, mais intuitivement, en tout cas physiologiquement, si je pense que la journée qui serait la journée off n'est pas forcément bonne. D'ailleurs, on retrouve au cours du Tour de France, le jour qui est off, ils font du vélo. Le corps, surtout sur un triangle, va s'habituer à un effort quotidien et avec un certain rythme. Et ce jour de repos va le déboussoler un peu, si bien que le jour où vous allez repartir, il va falloir qu'il se réhabitue. Et le muscle a très peu de mémoire. En fait. On dit un muscle a une mémoire de 3 jours, donc le temps qu'il remette son rythme, vous serez encore arrivé à votre deuxième diagonale, puis vous recommencez avec la pause de la troisième. Donc, moi, je dirais, j'avais un ami Max qui disait, moi je fais pas de pause, par contre c'est vrai que l'arrivée de ma diagonale qui précède, elle n'est pas trop tard le soir, voire le midi, et le départ de celle qui va être non pas à 4 heures du matin, mais à 10 heures, de manière à avoir là un cycle de sommeil large, mais pas plus. Okay. Je dirais la pause, c'est surtout pour le sommeil. Je reviens à ton exemple, tu disais tu vas lentement, mais tu t'arrêtes le minimum. Ça veut dire que sur une journée de 300 km, tu auras combien de temps d'arrêt, tout compris? Environ 1h30. 1h30. Okay, à peu près. Je n'ai pas les chiffres en tête sur les diagonales. Ce que je peux dire sur une autre épreuve que j'ai faite qui était beaucoup plus longue, qui était le Tour de France, où les étapes faisaient environ 220, j'étais à moins d'1 heure par jour d'arrêt. D'accord, oui, c'est peu. Oui, il faut rentabiliser. Je pense que c'est très important quand on va chercher à manger. On ne va pas à la boulangerie à midi, on y va à 10h30, etc. Il faut tout vraiment optimiser les temps d'arrêt. En tout cas, c'est ma vision. Optimiser le temps d'arrêt, c'est autant d'efforts gagnés. Oui, alors c'est surtout de l'effort gagné pour ne pas avoir besoin de rouler vite, puis c'est surtout du temps de repos le soir. Moi, j'étais un adepte sur mes diagonales, j'étais un adepte je les faisais arriver à l'hôtel, sauf la première, et à l'hôtel, la journée était finie, c'est-à-dire la douche, le repas à l'hôtel, le sommeil. J'étais toujours content d'avoir le plus de temps possible de ce vrai repos, qui en plus, sur un point de vue psychologique, on n'est plus sur le vélo, on est sur autre chose, on est là pour se faire plaisir. Il ne faut pas non plus que la diagonale, ça soit une corvée. Surtout, alors là, si on veut en enfiler 3 de suite, psychologiquement, ça serait trop difficile. Il faut qu'il y ait du plaisir au moment où on pédale, mais qu'on prenne d'autres plaisirs, comme on disait tout à l'heure, se faire plaisir à manger une glace parce que
d'envie d'une glace. Voilà. Il faut que le corps il ait des moments de plaisir dans l'effort. Important. Ok. Dans ton expérience très large de sportif, d'organisateur d'événements sportifs, tu m'indiquais en préparant que tu as également croisé Patrick Plaine. Oui. Que peux-tu nous dire sur Patrick Plaine? Oui, j'ai croisé Patrick dans les années 84, je crois, à peu près. Patrick Plaine était un passionné de vélo. Dans son histoire, il aurait voulu être coureur cycliste, mais il n'avait pas le niveau, malheureusement pour lui. Et il a été passionné de vélo, puis à l'âge de 40 ans, il a décidé d'arrêter de travailler, de vivre de sa passion. Alors après, c'était un cycliste remarquable. Je ne le prendrais cependant pas comme modèle idéal. C'était quelqu'un à l'écart de la société classique. Il le vivait bien, il ne quémandait personne, mais voilà. Alors c'est un monsieur qui était riche d'enseignements quand même. Moi je me souviens des quelques enseignements qu'il avait, parce qu'il était un redoutable rouleur. Alors, tout petit, tout mec de 55 kilos, et donc redoutable grimpeur, mais il m'avait enseigné comment faire des temps en randonneur, et je les ai toujours en tête, et quand je veux essayer de ne pas perdre de temps, même si je ne suis pas très rapide, mais tu gagneras ton temps dans les faux plats descendants. Partout où les gens s'arrêtent de pédaler, c'est une bêtise, un faux plat descendant, tu mets du braquet et t'y vas, ça ne te coûte pas trop cher en énergie et tu gagnes du temps, et tu montes à ta vitesse et tu ne forces pas. Puis sur le plat, tu fais ton rythme. Mais dans les faux plats descendants, t'y vas. Alors j'ai gardé surtout ça de lui. Après, il disait toujours dent par dent quand on monte. Alors maintenant, les vélos ont changé, c'est un peu différent. Et quand on rajoute des dents, c'est 2 par 2. C'est-à-dire, on enlève une, et puis quand on en rajoute, c'est 2 par 2. C'était des théories à Patrick. Alors qui était assez en avance sur le backpacking à l'époque, parce qu'il emmenait vraiment que le nécessaire, et ses sacoches c'était simplement déjà de l'ultra léger, puisque c'était des sacs plastiques de chez Leclerc, grosso modo. Drôle de personnage, qui, après, sur la fin de sa vie, avait quelques éléments un peu délirants sur les voyages, mais... Et j'ai fait partie de son club, et puis surtout il a été le créateur de randonnées permanentes. J'ai eu la chance de faire, comme les Centrionales de France, beaucoup de Tourangeau ici s'y donnent maintenant, tant d'années après, mais c'est lui qui les a mises au point, et on est fiers du patrimoine qu'il a transmis à Patrice Le Gall et donc à la fédération. Tu parlais de plaisir dans une diagonale, notamment si on fait un triangle. Dans le cas de Patrick Plaine qui enchaînait des 300, des 400 jours après l'autre, il y avait une notion de plaisir. Alors je pense qu'il a une notion de plaisir jusqu'à un certain moment de sa vie. Et puis après, quand vous êtes dans l'extrême comme ça, il y a une histoire d'orgueil qui prend le dessus. Je crois il y a une année, ça devait être pour ses 50 ans, il s'est fixé de faire 50 000 km. Donc après, il a été prisonnier de lui-même quelque part. D'enchaîner. Je pense qu'il avait quand même un grand plaisir à faire du vélo. Et probablement, comme beaucoup d'entre nous qui faisons de l'endurance, on a quelquefois aussi un petit plaisir à se faire du mal. Il faut reconnaître. Alors après, sur un point de vue physiologique, c'est une histoire d'endorphine. Alors c'est moins vrai sur le cyclisme que sur la course à pied, mais je pense qu'il avait peut-être un peu ça. Et puis je pense qu'il était prisonnier de son image, pas au moment de ses 70 ans, mais entre 50 et 60 ans, je pense. Mais il nous laissera, voilà, c'était un monsieur atypique. Il y a eu un livre auquel j'ai légèrement participé dans les documents, puisque j'avais les documents du club à ce moment-là. Les cyclo-raideurs écologistes européens, on s'appelait. J'ai encore le maillot. Alors, fort de ce que disait Patrick Plaine par rapport faux plat descendant, ça coûte pas cher et te gagne du temps. J'aime beaucoup cette approche-là. Et tes différentes approches. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la longue distance, qui n'ose pas, qui a peur, ou qui aimerait être rassuré? On revient finalement au clip de départ. Il faut gagner la confiance en soi sans faire de bêtises. Et donc, c'est de commencer à rallonger ses distances en étant encadré. Alors, je dirais que
idéalement, si les Audax revenaient à être plus refaits, ça serait une excellente école de faire un 200, un 300. Je pense, si on veut être bien dans sa tête, je pense qu'il y a le cap. Pour moi, le brevet le plus dur en distance, c'est le cap des 400. Donc, si on est capable de faire un 400, on est capable de faire les diagonales. Pour l'entraînement, cependant, je dirais que le meilleur entraînement que j'aurais à conseiller quelqu'un qui fait du vélo couramment, mais qui n'a jamais fait de diagonale, c'est plutôt de faire une itinérance, un voyage itinérant, de, je dirais, 5-6 jours à 200 km par jour. S'il fait ça bien, il fera tout. Moi, je pense que l'intérêt, la différence, c'est que la diagonale, c'est la répétition de grandes étapes. Donc être capable de faire une grande étape, c'est une chose. De se sentir prêt le lendemain à repartir dès 4 heures du matin, c'est autre chose. Donc il faut s'entraîner, tant physiquement que psychologiquement, à remonter sur vélo plusieurs jours de suite. Et ceux qui font l'itinérance et qui débutent dans l'itinérance vont apprendre très vite que le 3e et 4e jour, c'est pas comme les 2 premiers. Il faut apprendre à démarrer légèrement fatigué. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire du vélo en dehors de la zone de confort que l'on a habituellement lorsqu'on va sortir le dimanche matin de chez soi et faire un tour avec les copains. Je dirais même que pour s'entraîner, à la rigueur, il faudrait être capable de faire sa journée de boulot pour ceux qui travaillent encore et de s'enchaîner, de faire du vélo, de faire un bon tour de vélo après une journée fatigante de boulot. Ça apprendrait à faire du vélo hors d'une zone de confort, parce que c'est ça la diagonale, c'est de comprendre qu'on peut faire du vélo en dehors d'une zone de confort. Il serait, enfin en tout cas pour ma part, le 2e jour, mais je suis moins confortable sur mon vélo qu'au tout départ de Brest, c'est clair. Mais après on s'habitue, c'est une zone qui devient une normalité, mais on est moins confortable. Donc, entraînement, être capable, je dirais, de faire un 400, ça, c'est éprouvant, c'est bien. Et puis surtout, une itinérance de quelques jours. Et là, on doit tout faire. Pourquoi un 400 ? Parce qu'on passe quasiment une nuit entière, c'est voilà. pour ça ? Alors, oui, il y a différentes formes de faire de 400. Pour moi, le vrai 400, c'est celui qui démarre un après-midi qui se termine le lendemain matin. Oui, c'est la nuit. Okay. Ça change tout. On voit des organisations de 400 où on démarre à 3h du matin et on finit à minuit. Ça, c'est pas un 400. Non, l'important, c'est la nuit blanche. C'est pour ça que dans les qualificatifs de Paris-Brest, ils font démarrer souvent les 400 en fin d'après-midi. Pour obliger à passer une nuit entière. Il faut obliger à passer. Le 600 est beaucoup plus facile qu'un 400. Alors évidemment, 600 si on veut pas faire un temps. 600 si on veut le faire en 38 heures. On fait 300, ça fait 16 heures. 300, ça fait 16 heures. Entre les deux, il reste 6 heures. Moi, le dernier 600, je suis allé à l'hôtel, j'ai dormi 4h30, et puis on repart. Mais sur un 400, c'est pas facile. J'ai déjà fait des 400 Audax, on dormait 1h30, c'est pas facile à organiser. Donc globalement, sur un 400, on dort pas. Et ça apprend à pédaler un peu dans le potage, parce que quand même, le petit matin après une nuit blanche, on n'est pas tout à fait soi-même. Quels sont tes projets pour les années à venir ou l'année à venir de longue distance ? Alors les projets, pour l'instant, ils sont loin des diagonales. J'ai remplacé les diagonales par des autres randonnées de la fédération qui s'appellent des mers-montagnes, que je fais de 1000 km aussi. Ah oui, tu as agrandi la carte. C'est-à-dire que ça change le parcours, je traverse la France, mais pas sur l'itinéraire classique des diagonales, donc, et avec un règlement qui est plus facile, puisqu'on n'est pas obligé de rouler autant par jour. Et puis mes projets, c'est surtout maintenant, comme ça fait plus de 40 ans que je sillonne la France, c'est de sillonner l'Europe. Et en ce sens, depuis 3 ans avec ma femme, on fait des randonnées qu'on appelle les traits d'Union européens, qui sont aussi des randonnées permanentes, qui vont de Paris à une capitale européenne. Et donc l'année prochaine, normalement, nous irons à Varsovie, en passant par Berlin. En itinérance. En itinérance. Donc là, on est sur un effort, on est plus dans le tourisme à vélo que l'esprit randonneur. C'est une autre façon de faire du vélo. C'est ma façon première. J'ai fait pas mal de choses randonneurs, mais moi, ce qui me plaît, c'est le tourisme à vélo et pouvoir faire des belles photos. Dernière question, relative aux diagonales.
Les saristes, as-tu été sariste? Es-tu sariste? Je suis sariste sur Dunkerque-en-Daille. Le passage de 80% des participants se fait à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Comme je travaille, et que en général le passage c'est le midi, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai dû en accompagner 3 ou 4. Le dernier c'était Eddy. Et nous étions allés à sa rencontre avec ma femme en tandem. On voulait prendre soin de lui, il n'avait pas dormi très peu de la nuit. Et puis à un moment, on l'abrite un peu. Puis Eddy nous dit, vous pouvez y aller, hein, je suis là. Et c'est nous qui avions du mal à le suivre. C'était Eddy. C'était Eddy. Nous, on était contents que nos routes se séparent parce qu'on n'aurait pas pu suivre. Merci Jean-Pierre. Souhaites-tu ajouter autre chose en fin de podcast? Non, je dirais que à tous les cyclistes qui écoutent cela, qui n'ont pas fait de l'ultra comme on dit maintenant, il ne faut pas avoir peur d'essayer d'en faire. Je pense qu'on ne fait pas de l'ultra du jour au lendemain, parce que l'ultra, c'est 70 à 80% dans la tête. Et donc, il est important d'acquérir du métier pour ne pas aller dans le mur. Et c'est ça qui... Aujourd'hui, on voit beaucoup d'épreuves d'ultra. Alors, il va y avoir beaucoup d'abandon parce que les gens n'ont pas la patience de se préparer. Ils sont attirés par le mot ultra. Et peut-être c'est malsain, cela, par contre. D'accord, donc bien s'y préparer. Oui, tout se prépare. Le corps se prépare à un effort et la tête doit se préparer à cet effort. Mais c'est toujours la tête qui gagne. C'est-à-dire que si la tête n'y est pas alors que le corps va, tout s'arrête quand même. Très bonne chose. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je vous remercie également pour vos nombreux commentaires que je reçois au sujet de ce podcast. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.